9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Hervé Poirier et Mathilde Fontes, ce sont des anciens de Sciences et Vie qui vont lancer dans les mois qui viennent, c'est-à-dire au mois de juin, un nouveau magazine scientifique très ambitieux. Ça s'appelle Epsilon. Il y a des sujets sérieux, on l'a entendu avec cette enquête sur le Covid. Et il y aura des sujets plus légers. Exemple, alors j'ignorais que ça existait, un papier consacré à l'adolescence animale. Qu'est-ce que c'est l'adolescence animale? Qu'est-ce que vous nous apprenez là? C'est un tout nouveau champ de recherche dans l'éthologie, c'est-à-dire dans l'étude des comportements des animaux, où chez les vertébrés, les chercheurs se rendent compte que les ados souris abusent de l'alcool. Que les ados chimpanzés sortent en bande dehors, Ah oui? que les ados éléphants deviennent très irascibles, que les ados vaches cherchent leur personnalité, que les ados dauphins inventent leur propre code culturel, bref, que tout ce que l'on voit chez les ados humains, en fait, est présent dans les espèces animales. Et donc cette vaste enquête à travers une quinzaine d'espèces animales montre une adolescence universelle dont les humains ne sont qu'un exemple, et qui partagent tous cette étrange période qu'on appelle des fois l'âge bête, qu'on appelle où les gens se cherchent. Donc ça participe aussi de la grande union de la vie où nous sommes des animaux comme les autres. D'autres sujets légers, notamment dans une rubrique qui s'appelle Pop Science, et des sujets sérieux également, par exemple sur la 5G. Pourquoi avoir choisi ce mélange? On a choisi ce mélange parce que effectivement, la science, en fait, donc, comme je disais, notre outil c'est la science pour regarder le monde, et la science va décrypter parfois, va aider à se faire un avis sur un sujet. Donc la 5G c'est ça. On propose de faire le tour un peu de la question de la 5G, de plonger dans ce sujet compliqué sans donner la réponse, sans dire c'est bien ou c'est pas bien. Le projet d'Epsilon, c'est vraiment de mettre sur la table toute la complexité du monde telle que la science peut la montrer. Et donc là, la 5G c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait d'une technologie dont on a du mal à évaluer le bénéfice, le risque. Et on a décidé de proposer de manière foisonnante au lecteur, sous la forme d'une sorte de labyrinthe, tous les éléments en fait qui permettent de se faire un avis, en tout cas d'embrasser le sujet. Et la science, c'est donc du décryptage, mais c'est aussi assez drôle, assez étonnant, assez radical, la science. Et la science s'empare de tous les sujets, même les plus anecdotiques. Je suis d'accord avec vous. Vous prêchez un convaincu. Hervé Poirier, vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet-là? Oui, c'est que Epsilon essaye. Le but, c'est pas d'être pédagogique. Il y a des sujets qui sont des fois compliqués, et les journalistes ont tendance à vouloir simplifier. Des fois, il y a des sujets compliqués qui le sont intrinsèquement. Et sur la 5G, le projet, c'est de dire, on n'y comprend rien à la 5G, mais c'est normal parce que c'est intrinsèquement compliqué. Voici à plat toute cette complexité. À vous, lecteurs, de vous en sortir, mais on ne peut pas vous simplifier la complexité quand elle est intrinsèque. Donc on a ce souci de ne pas être dans la pédagogie, dans la simplification. Le lecteur est un adulte, il doit comprendre qu'il y a des sujets, ils sont intrinsèquement compliqués. Je la cite souvent, mais c'est la phrase de Paul Valéry qui dit ce qui est vrai est compliqué et ce qui est simple est faux. C'est une très jolie phrase pour Epsilon. On a pu feuilleter la première version d'Epsilon. J'ai pas le droit de la montrer ici à la caméra parce que la couverture est une fausse couve. Et il faut pas vous griller, et on respecte cet embargo. En revanche, je peux raconter le format. C'est celui d'un news magazine. Il y a une centaine de pages. Il y a une intention de rajeunir le public qui s'intéresse à la science. Oui, on veut être beaucoup plus ouvert que les autres magazines scientifiques, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus coloré, beaucoup plus radical. En quel sens radical ? Radical, on pense que la science, c'est la radicalité. On parlait tout à l'heure de l'addiction aux écrans qui est faux. Donc on veut aller directement, ôter tous les voiles que les journalistes peuvent mettre entre le réel et les histoires. Donc on veut mettre les histoires totalement à nu. Donc on a décidé d'avoir une maquette la plus aérée possible, la plus colorée possible. La science, c'est beau, la science, c'est radical, la science, c'est joyeux. Et on a essayé de faire transparaître ça dans le journal. C'est la philosophie de ce nouveau magazine. Je vais poser la question basique. Pourquoi en avoir créé un nouveau, en dehors du fait que Sciences et Vie a connu les soubresauts qu'il a connus?
On a voulu en créer un nouveau parce qu'on a l'impression qu'il y a un appétit énorme pour ça. Il y a notre appétit à nous de raconter le monde dévoilé, décrypté, analysé par la science, mais on a l'impression qu'il y a un appétit énorme aussi d'un lectorat qui on sait bien aujourd'hui que la science est présente dans tous les domaines. Elle a surgi avec le Covid, avec le réchauffement climatique. La science, en fait, apporte un point de vue dont on pense qu'il est demandé par les lecteurs, ouais. Et on pense qu'il y a un public pour ça, et on veut vraiment, on veut vraiment élargir, on veut sortir un peu de cette petite catégorie de magazine qui est le magazine scientifique, avec un côté un peu à part du monde, un peu près spécialisé dans un coin du kiosque, et on a l'impression que un magazine peut faire son entrée de manière beaucoup plus large en fait, en parlant de science, mais avec pour objet le monde, avec pour objet et du coup parler à tout le monde, répondre aux préoccupations de tout le monde. Vous serez une douzaine de journalistes, tous des anciens de Sciences et Vie, c'est bien ça ? Oui, les 11 journalistes qui sont partis de Sciences et Vie font partie de la rédaction d'Epsilon. Ouais. Et il y a 3 journalistes qui sont en train de partir de Sciences et Vie et qui vont rejoindre aussi la rédaction d'Epsilon. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'on connaissait de Sciences et Vie ? On va essayer de mettre le monde directement au premier plan. On s'intéresse pas à la science en tant que telle. Quand un sage montre la Lune, la plupart des journaux parlent du doigt, du sage, du moyen, de l'outil. Ouais. Nous, on va essayer de mettre la Lune dans sa plus belle majesté, expliquée évidemment par le sage. Ça va être un concurrent frontal de Sciences et Vie qui persiste, qui continue à exister. Sciences et Vie continue à exister. C'est une belle revanche pour vous. On verra si la revanche, on verra si elle est belle, mais en effet, nous allons dans un marché très concurrentiel, et nous pensons, on a 150 ans d'expérience à Sciences et Vie, l'équipe cumulée, ce qui, je pense, on a les moyens de raconter des histoires pétries de notre savoir-faire. Vous parlez de moyens, lancer un nouveau magazine, ça s'improvise pas, il faut un éditeur. Qui sera l'éditeur ? Avec qui avez-vous choisi de travailler ? Nous avons choisi de travailler avec Unique Héritage Média, UHM, on peut aussi dire comme ça, qui édite Fleurus, les éditions Fleurus par exemple. On a choisi cet éditeur parce qu'on a tout simplement fait une rencontre en fait avec le PDG du UHM qui s'appelle Emmanuel Mounier, qui est un passionné de science, amoureux de Sciences et Vie depuis qu'il est enfant. Il le raconte beaucoup, et avec qui on a tout de suite noué une relation de grande confiance. On est un peu, nous, traumatisés aussi par ce qu'on a pu vivre à Sciences et Vie avec le rachat de Sciences et Vie par Reworld Media. C'est pour ça que vous l'avez choisi lui et non pas un grand groupe, parce que vous avez été également courtisé. Oui. Clairement, c'est pour ça. On a senti une confiance, un respect du journalisme, de la nécessité de qualité pour un magazine scientifique, de la nécessité des moyens pour produire un magazine scientifique. On parlait tout à l'heure des chercheurs, des histoires. Tout ça, c'est du temps passé au téléphone, sans chercheur à appeler par mois, des enquêtes pour sortir des histoires originales. Pour parler de l'adolescence animale, il faut aller interroger une quinzaine de chercheurs et trouver que ce sujet est émergent dans la science. Il n'a été publié nulle part. C'est produire des histoires originales. Tout ça demande des moyens. Et donc, effectivement, cette rencontre-là nous a permis d'être sûr là maintenant de pouvoir produire un magazine de qualité. Il y aura de la publicité dans Epsilon ? Oui, il y aura de la publicité dans l'Epsilon. Le modèle économique d'une presse magazine, c'est affreusement cher. Au-delà de l'équipe journalistique, c'est du papier, c'est de la distribution, c'est de l'impression. Donc c'est très très cher. 90% du budget seront payés par les lecteurs, mais il y aura 4 ou 5 pages de publicité. Pour équilibrer le modèle, l'idée de base d'Epsilon, c'est que notre indépendance sera basée sur notre rentabilité. Et notre rentabilité va d'abord et avant tout dépendre de l'intérêt que les lecteurs auront à l'acheter chaque mois. Votre point d'équilibre, vous le situez à combien d'exemplaires par mois ? 20, 30, 40 000, mais si on dépasse les 100 000, tant mieux. Oui, bien sûr, mais c'est pas la même chose. Même 20 et 40 000, c'est pas la même chose. À quel niveau de vente vous êtes équilibré ? C'est vrai que dans la folie de la création, nous nous préoccupons d'abord avec Mathilde là du contenu. Je n'ai pas la réponse exacte. Je dirais 30 000. Comment faire pour garantir l'indépendance du magazine ? C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus de patrons de presse, compte tenu, en plus pour vous, de ce que vous avez vécu avec Reworld Media. Bon, le premier point, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que
si une rédaction, s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'indépendance. Ouais. Donc c'est d'abord et avant tout le soutien des lecteurs. Plus on aura d'abonnés, plus on sera indépendant. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'écrire une charte ambitieuse Ouais. pour garantir que même quand Emmanuel Mounier, dont on a totale confiance, même s'il passe la main à un autre actionnaire, la rédaction sera indépendante et autonome. C'est aussi pour ça que vous avez lancé une campagne de préabonnement sur Ulule. Oui. Alors C'est- expliquez le principe. Et que peuvent faire les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par Epsilon. Donc le principe, c'est qu'on ne s'est pas appuyé sur un industriel qui est on n'est pas avec un mécène, on est avec quelqu'un qui a besoin de trouver la rentabilité du magazine. Donc on fait appel pendant un mois à tous les futurs abonnés de nous faire confiance et de se préabonner sur Ulule afin que l'on puisse lancer ce magazine, car en l'état, il y a 0 abonné aujourd'hui. Donc on va sur ulule.com, Ouais. on tape Epsilon, Ouais. avec de haut, De haut. et là on vous trouve et il faut payer combien et quoi et on a quoi en échange? Alors 50 € l'année pour 12 numéros. On peut faire un abonnement. Il y a aussi des abonnements où on peut acheter 200 d'un coup si on est intéressé. Hein, D'accord. Donc on peut soutenir gaillardement. Mais l'idée, c'est avoir un lecteur passionné qui va attendre chaque mois son Epsilon dans sa boîte aux lettres. Et donc il s'engage en préabonnement pendant un mois. Évidemment, le numéro qui va sortir en kiosque fin juin, vous connaissez la date précise ou pas? Ou c'est juste fin juin, c'est flou? 25 juin, je pense. Le 25 juin. Merci beaucoup, ça coûtera 4,90 €. Longue vie à Epsilon. Merci d'avoir annoncé le titre ici dans Culture Média en direct. Merci pour cette confiance. Mathilde Fontaise, Hervé Poirier, vous êtes les artisans de cette naissance. Dans un instant...